Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette quatrième vidéo de la série Introduction aux services de cloud de Microsoft Azure, édition septembre 2019, quatrième partie qui sera dédiée au réseau dans Azure. Et comme on le dit souvent, pas de réseau, pas de cloud. Donc les réseaux dans Azure, on va traiter de pas mal de choses dans cette vidéo. On va parler de VNet et de leur subdivision en sous-réseaux. On va parler de peering, on va parler d'adresse IP bien entendu. On va parler d'interconnexion, point site ou site à site. On va parler de load balancing sous différentes formes. Et puis on va parler bien entendu de sécurité. Alors on va commencer par la partie, le centre de tout cela, qui est en fait les VNet ou les réseaux virtuels. Donc un réseau virtuel, c'est l'unité, on va dire, atomique de création de réseau dans Azure. Et donc un réseau virtuel va se découper en sous-réseaux. Donc ce réseau virtuel est isolé par rapport à tous les autres, on le verra après tout à l'heure comment les interconnecter. Et au sein de ce réseau, on peut venir avec son plan d'adressage. Alors on recommande plutôt les RFC 1918. On peut également venir en Bring on IP, bien que les RFC 1918 soient quand même bien recommandés pour faire des réseaux entre guillemets de type privé. On va donc du coup pouvoir choisir ensuite, une fois qu'on va créer des VM et des services, de les positionner dans tel ou tel sous-réseau au sein d'un réseau virtuel. Point important, les adresses IP dans les réseaux d'Azure sont attribuées de manière dynamique par la fabrique. Basiquement, la fabrique est un super DHCP. Donc l'adresse sera persistante le temps du fonctionnement d'une VM, et ensuite quand la VM va être désallouée, potentiellement l'adresse IP privée peut être libérée, donnée à une autre machine virtuelle ou à un autre service. Il est possible par contre de faire des réservations, comme sur un DHCP, de dire cette machine, même s'il a un DHCP, elle aura toujours la même adresse IP dans le VNet. En termes de résolution de nom, on peut laisser le système être géré de manière automatique avec le DNS qui est intégré, fourni nativement sur les VNet d'Azure. On peut utiliser des DNS tiers qui vont venir sous la forme de machines virtuelles ou de containers par exemple, ou on peut également utiliser l'Azure DNS. Élément de base d'un VNet, on est principalement, parce que le marché est comme ça, sur un adressage au sein des VNet de type IPv4. On sait faire également de l'IPv6. Comme je l'ai dit précédemment, on peut faire de la réservation d'adresse IP statique interne. On ne supporte pas par contre ni le broadcast ni le multicast. Si on vient mettre des machines virtuelles, il est possible de mettre plusieurs interfaces réseau par machine virtuelle. Le nombre d'interfaces réseau maximum possible par machine virtuelle va dépendre de la famille de machines virtuelles et de la taille de la machine virtuelle. Donc basiquement, si on a une machine très puissante, on pourra mettre jusqu'à 8 cartes réseau. Si on a une petite machine, on pourra attacher une à deux cartes réseau. Au sein des différents sous-réseaux, des différents subnets d'un VNet, on va avoir un routage qui sera implicite. Ça signifie que si on crée trois subnets au sein d'un même VNet, quel que soit l'endroit où on placera après les machines, elles pourront voir les autres sous-réseaux au début par défaut. Ensuite, on verra qu'on va pouvoir restreindre ça avec différents mécanismes. Et puis, il y a quatre adresses IPv4 qui sont réservées par subnet virtuel. 0, 1, 2 et 3 ne sont pas utilisables. Donc la première adresse IP qui sera affectée au premier service ou la première machine virtuelle connectée à ce VNet sera l'adresse .4 du range qui sera choisi. De la même façon, comme on ne supporte pas le multicast, pas de .255 également utilisé. Donc globalement, quand vous faites votre calcul d'adresse IP nécessaire et donc du coup le masque associé à votre sous-réseau, pensez bien que sur un slash 24, vous n'aurez pas 254 adresses IP, mais juste 250. Donc on supporte effectivement IPv6 pour les VM d'Azure. Alors celles qui sont déployées en mode ARM, qui est le mode actuel depuis de nombreuses années, ARM étant l'acronyme d'Azure Resource Manager. Donc sur les vieilles machines, dans l'ancien modèle qui s'appelait ASM, on n'a pas le support d'IPv6. Donc on a du load balancing, on a des endpoints possibles avec une double stack IPv4 IPv6, et puis on peut faire des connexions entrantes et sortantes en IPv6. Pour les protocoles supportés, tout ce qui est classique, TCP, UDP, HTTPS, mais HTTP étant plutôt du TCP. Résolution de nom dans un VNet, donc on peut utiliser le système de résolution intégré qui va faire que en gros les machines vont pouvoir se résoudre au sein d'un même VNet. Par contre, ce mécanisme de résolution reste basique dans le sens où il n'intègre pas le support d'enregistrement de type RCAV par exemple, type d'enregistrement qui sont nécessaires quand on fait fonctionner par exemple des machines Windows avec un Active Directory.
Et puis pareil, on n'a pas de résolution inter-réseau virtuel. Comme je vous l'ai dit, le VNet est une isolation, donc le mécanisme basique de résolution qui est décrit ici ne fonctionne qu'à l'intérieur d'un VNet. Donc si on commence à avoir une architecture avec plusieurs VNet qui seront interconnectés les uns avec les autres, architecture typique, par exemple comme un hub and spoke, eh bien il va falloir un service de DNS qui s'occupera de la résolution pour l'ensemble des VNet. Donc ça peut passer par des machines virtuelles de type contrôleur de domaine Active Directory avec les services DNS, ou des machines Linux avec des binds, ou un service as a service de résolution DNS. Par machine virtuelle, de base, quand on passe par le mécanisme standard intégré de résolution dans les VNet, on a un seul nom et trafic par machine virtuelle. Là encore, dès qu'on va vouloir jouer sur plusieurs noms d'hôtes, eh bien, on va utiliser un vrai serveur DNS et une gestion des zones un peu plus détaillée, incluant des types d'enregistrement qu'on n'a pas de base dans le mécanisme qui s'appelle Azure Name Resolution. Donc, serveur dédié, en gros, dès qu'on fait des choses qui sont un petit peu plus compliquées, dès qu'on va avoir plusieurs VNet, et ensuite, eh ben, pour attribuer le serveur DNS auprès des machines virtuelles qui seront connectées au sein du ou des VNet, eh bien on va simplement aller dans les propriétés du VNet, dans la partie résolution de nom, et on va mettre l'ensemble des adresses IP des serveurs DNS à utiliser. Et donc du coup, lors du DHCP, eh bien, il recevra en option les bons DNS. Comme je l'ai dit, on peut avoir jusqu'à 16 cartes réseau, pas 8, tout à l'heure je disais 8, jusqu'à 16 cartes réseau sur une machine virtuelle. Donc la carte réseau est un objet au sens Azure du terme, donc c'est une ressource, et donc on va lier une carte réseau à une machine virtuelle. Donc le nombre de cartes réseau dépendra de la taille de la VM, il faut une très grosse VM si on veut avoir 16 cartes réseau, et du coup quand on a plusieurs cartes réseau, on peut commencer à s'amuser à segmenter les communications, des communications à destination du front, du back, du management, du backup, etc. À noter, on va voir qu'on va pouvoir associer du routage et des network security group par carte, donc personnalisé sur l'ensemble des cartes. Si vous avez regardé la première vidéo de cette série qui était consacrée au data center et entre autres au matériel qui était à l'intérieur, je parlais à un moment des FPGA et je disais qu'on utilisait massivement des FPGA, donc des processeurs reprogrammables, pour pouvoir en fait spécialiser certaines machines à certains workloads. Un des usages des FPGA dans Azure, c'est pour ce qu'on appelle le Accelerated Network. Donc, basiquement, en fait, on va faire du SRIOV sur la carte réseau de la VM. Et donc, pour réduire la consommation du CPU liée à tout cela, en fait, on va s'appuyer en fait sur du offloading. On va laisser faire le traitement par le processeur, le FPGA qui a été reprogrammé à cet usage. Donc le SRIOV, pour ceux qui ne viennent pas du monde de l'hyperviseur du data center, basiquement ça consiste à avoir un chemin beaucoup plus direct entre une machine virtuelle et on va dire un bout de tranche physique de la carte réseau. Et l'idée c'est de bypasser en fait la plupart des couches de paravirtualisation. Donc quand on est dans le cadre d'Hyper-V, on va bypasser en fait le virtual switch et toutes les différentes couches de paravirtualisation qui du coup rapportent un peu de latence et peuvent avoir un impact sur les performances. Donc avec du SRIOV, en gros, on va avoir une latence beaucoup plus faible, et puis on va surtout avoir des bandes passantes beaucoup plus élevées en allant directement du coup attacher, on va dire, lié à la machine virtuelle un bout de hardware spécialisé. Donc du coup, l'amélioration de la latence, ici, on a une réduction avec un facteur de 10. On augmente également, bien entendu, le nombre de paquets par seconde. Et puis on peut aller jusqu'à 30 gigabits de bande passante grâce à l'Accelerated Network dans Azure. Donc idéalement, c'est bien ça quand on va avoir des machines virtuelles qui doivent communiquer entre eux avec une très grosse bande passante et une très faible latence. Donc ce sera plutôt des machines virtuelles qui seront situées pas très loin l'une par rapport à l'autre dans un même VNet. Ça a peu d'intérêt entre différents VNet ou via une interconnexion de data center, parce que là du coup le coup d'étranglement ne sera plus en fait les couches de paravirtualisation de l'hyperviseur, mais ce sera tout le reste de l'infrastructure par lequel on va transiter. Donc la clarity networking plutôt à réserver effectivement sur des workloads qui ont ces besoins de communication forte côte à côte.
Sur les OS, globalement, il faut des machines qui soient quand même assez puissantes, parce qu'on se doute bien que traiter 30 gigabits par seconde de flux réseau, bah, ça a un impact, ça va forcément avoir un impact au niveau du système d'exploitation et de la VM, même si on a de l'offloading. Et sur les OS, en fait, bah, on peut intégrer ça dans Azure à partir des VM du type 2012 R2 et ultérieurs. Et puis également sur des versions, alors entre guillemets récentes, en termes de Linux. Donc là, Ubuntu, on est sur une 16.04 LTS, mais avec un kernel qui est un petit peu élevé. Adresse IP dans Azure, quand on va créer des machines virtuelles, on peut leur affecter, ou d'autres services, on peut leur affecter une adresse IP qui est publique. L'adresse IP va vraiment dépendre de la durée de vie du service. Certains services sont des services qui vont être statiques. Donc l'adresse IP, ben, on va la conserver tant que le service est provisionné. Et puis certaines ressources, des fois, sont arrêtées ou décommissionnées, désallouées pendant un certain temps pour des raisons tout à fait logiques d'économie. Et auquel cas, ben, l'adresse IP publique peut être réalisée. Donc en gros, une adresse IP publique, elle peut être dynamique ou statique. Si elle est dynamique, ben, effectivement, au besoin, elle est attribuée à la ressource. Si on choisit de la garder persistante, eh ben, ça veut dire que même si la ressource sera désallouée, on conservera l'adresse IP, cela aura un coût. Alors notez, c'est qu'on peut associer, on a des noms DNS qui sont associés à la géographie et au service. Donc on pourra avoir un nom de type ressource, point nom de la région, point .cloudabp, point .azure.com par exemple. Donc c'est un nom qui permet éventuellement, une fois qu'on a ce nom-là, eh bien, de faire un CNAME, un alias au niveau DNS, et du coup de ne pas avoir forcément besoin d'avoir cette adresse IP qui soit persistante à partir du moment où la résolution de nom est faite correctement. Donc comme j'ai dit, l'adresse IP peut être réservée, elle est persistante au déprovisionnement du service, mais du coup ça a un coût dès qu'on veut la réserver. Donc voilà. Par défaut, on inclut un certain nombre d'adresses IP par abonnement, mais on peut en rajouter d'autres. Globalement, l'adresse IP a un coût, c'est pas un coût qui est très important, mais dès qu'on commence à avoir beaucoup de ressources exposées avec beaucoup d'adresses IP publiques, ça peut avoir un coût si en fait on fait une mauvaise gestion et si en fait on veut absolument avoir du persistant alors qu'on n'en a pas forcément besoin. Network Security Group, qui dit réseau, dit sécurité et filtrage. Eh bien, basiquement, les Network Security Group sont des ACL, alors étendus et ordonnés. On est sur vraiment du filtrage ici de niveau 3 et 4, donc on va travailler en gros sur des adresses IP et on va travailler sur des numéros de port et des types de protocoles. Donc ça permet du coup de faire de la segmentation réseau, ça permet de reproduire des mécanismes dits de DMZ, de zones démilitarisées, et on peut appliquer UNSG, soit un subnet, un sous-réseau, soit une carte réseau d'une VM. Donc attention, en fait, il y a une règle de priorité. Si une VM sur sa carte réseau a un NSG et que cette VM, que cette carte réseau est associée en fait à un subnet, et que le subnet a lui-même une NSG, eh bien ça veut dire que ce sera la NSG du subnet qui va l'emporter. À noter qu'on peut avoir une seule Network Security Group par carte réseau ou par subnet, et qu'au sein d'un NSG, normalement, on a 200 règles maximum. Les limites ont peut-être changé depuis que j'ai écrit ce slide d'ailleurs. Mais dans tous les cas, avoir 200 règles au niveau d'un Network Security Group, c'est probablement une aberration car ça la rend l'administration relativement complexe, ne serait-ce que pour la lecture en fait. Et la complexité, c'est un peu l'ennemi de la sécurité, donc l'idée, ce sera plutôt d'essayer d'avoir un nombre de règles assez restreint, permettant une lisibilité des contrôles réseau sur un subnet ou une carte réseau, et donc d'éviter effectivement de tomber dans des travers que beaucoup de personnes ont déjà vu en fait sur des firewalls d'entreprise où en fait on a des centaines, voire plus de règles, et à la fin on ne sait plus trop laquelle s'applique. Sachant que ces règles, comme dans la plupart des firewalls ou des IP tables, sont des règles ici qui sont ordonnées. Donc la première règle qui va correspondre et qui va matcher, eh bien elle sera appliquée. Donc des fois on peut arriver à des effets où on n'a pas le résultat attendu, simplement parce qu'il y a une règle avant qui correspondait également au trafic et qui a pris, autorisé ou refusé le trafic. À noter, c'est qu'il existe des règles par défaut dans chacune des NSG. Elles sont à l'ordre de, je crois, 3 règles entrantes et 3 règles sortantes. Elles sont
positionnées en fin de liste, donc c'est les moins prioritaires. Elles sont pas supprimables, mais bon, on peut les déplacer, ou modifier leur priorité, quoi. Donc ça, c'est l'algorithme tout à fait, traditionnel, d'une gestion de contrôle de flux, en termes de réseau. Donc, la machine Azure, reçoit du trafic. Est-ce que c'est un trafic, entrant, ou sortant? Donc si c'est un trafic entrant, bah, il est géré par les règles de trafic entrant, NSG. Si c'est un trafic sortant, c'est réglé par les règles sortantes et là encore par ordre de priorité. Et puis, le get first rule, ça veut dire, ben, la première règle qui va correspondre au paquet qui arrive, et ben, sera appliquée. Et celle d'après, ben, on s'en moque en fait. D'accord. À la fin, ben, si on arrive à la dernière règle et qu'il n'y a rien qui est autorisé, ben, on drop le paquet. Et puis c'est une règle qui match, et qu'il n'y a pas c'est une règle d'acceptation, d'autorisation, ben, le paquet est autorisé. Voilà. C'est aussi simple que ça, c'est relativement basique, mais. Alors, comme je vous l'ai dit, avoir trop de règles, c'est une très 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 mauvaise idée. Parce que du coup ça alourdit fortement la lecture, ça met de la complexité et globalement, bah, c'est rarement bon en fait au final pour la partie sécurité. Donc pour simplifier tout ça, on a mis dans Azure, 2 choses. La première s'appelle l'Application Security Group. Donc là l'idée en fait c'est, de regrouper en fait un ensemble de VM ou de services, définis par l'utilisateur pour des règles NSG. Donc si on prend l'exemple qu'il y a ici, on voit ici qu'on a un paquet de machines qui sont des serveurs web, un paquet de machines qui sont des serveurs applicatifs et un paquet de machines qui sont des serveurs de base de données. Mais plutôt qu'en fait de gérer unitairement chacune des machines et que pour chaque machine on crée, des règles sortantes et des règles entrantes, et bien en fait on va créer un groupe de machines et après on créera une règle par rapport à ce groupe de machines. Deuxième chose, historiquement dans les firewalls et les IP tables, les choses comme ça, globalement en général, chaque ligne correspondait à, un type de trafic, autorisé ou refusé. Donc avec un numéro de port et puis, un type de protocole, TCP, UDP. Là encore, si on commence à avoir une machine qui a beaucoup, de services exposés, je sais pas, une machine qui aurait un service, HTTP, du SSL, un FTP, je sais pas, des services supplémentaires sur des ports, élevés, et du coup, on commence à avoir un certain nombre de règles en fait, parce que, bah, chaque ligne correspond effectivement à un numéro de port, un protocole. Donc les règles augmentées, les Augmented NSG Rules permettent en fait de mettre plusieurs adresses IP et plusieurs numéros de port dans une simple règle. Donc là encore, si on reprend l'exemple ici, on prend la deuxième ligne du tableau et on voit autoriser, les applications de serveurs, vers les on-premises, et bien effectivement on voit une source, donc là c'est un Application Security Group qui s'appelle App Server, et on voit que la destination on a un ensemble d'adresses IP et également un ensemble de ports, ce qui permet du coup de regrouper, par famille, par catégorie, l'ensemble des communications. Et là en fait on a finalement, ici, 5 règles dans ce tableau. Si on n'avait pas ni les Application Security Group, ni les Augmented NSG Rules, on aurait une liste beaucoup beaucoup plus longue. Et du coup, la lisibilité serait pas améliorée. Également, pour faciliter la gestion des NSG, on a intégré ce qu'on appelle les services tags. Donc dans Azure, on a tout un ensemble de différents services qui peuvent être accédés, bien entendu, via le réseau. Donc exemple de services, les Azure SQL Database. Donc c'est un service managé de base de données, le stockage d'Azure, et puis il y en a plein d'autres, Cache Redis, Cognitive Services, etc. Donc l'idée, c'est dans les NSG, finalement, de plutôt que d'essayer de retrouver, l'ensemble des adresses IP ou des noms utilisés par ces services. Donc, par exemple, si j'ai une machine virtuelle qui doit communiquer avec, un stockage Azure avec des noms publics, et que ce stockage d'Azure est dans une région qui est par exemple, États-Unis d'Amérique ou France centrale, eh bien, plutôt que d'avoir à créer des NSG rules avec des adresses IP par rapport à un tableau que j'aurais téléchargé parce qu'on met de manière publique, l'ensemble des IP, par plaque géographique, eh bien, on va créer des règles qui diront, ben, j'autorise l'accès, par exemple, depuis mon réseau virtuel
à une destination qui s'appelle storage ou storage.francecentrale ou storage.east-us ou sql.east-us. Et donc en fait, ça va permettre de simplifier finalement la gestion des règles parce que la maintenance des adresses IP pour chacun en fait des noms de services ou des types de services, en fait, elle est assurée par Microsoft. Donc vous vous préoccupez plus finalement de savoir quelles sont les adresses IP utilisées par les comptes de stockage sur la région France centrale. Vous dites simplement, j'autorise les communications de mon VNet à destination du service Azure qui s'appelle stockage.francecentrale. Donc on a des tags qui sont des tags globaux et des tags régionaux. Là, ça va vraiment dépendre des services. Vous savez qu'il y a des services qui sont des services globaux dans Azure. Exemple l'Active Directory, exemple Traffic Manager, exemple Front Door. Donc ça, c'est des services qui ne sont pas forcément liés forcément à une région. Et puis il y a des services qui eux sont locaux, c'est-à-dire liés à une région Azure. Le stockage typiquement est lié à une région Azure, SQL également. Alors, ces NSG, historiquement, on pouvait également avoir du monitoring ou des graphes, de l'analytics dessus, au travers en fait de Azure Log Analytics. Donc ça c'est l'ancienne interface. On verra un petit peu plus loin en fait que dans les nouvelles fonctionnalités d'Analytics, désormais on a tout regroupé dans un même endroit. On en parlera un petit peu plus loin dans la vidéo. Ça c'est l'ancienne interface, mais sachez que ça existait. Azure Firewall, ça porte bien son nom, c'est un pare-feu. Alors pare-feu niveau 3, 4 comme les NSG et niveau 7. C'est un pare-feu qui est de type cloud natif. Cela signifie qu'il est hautement disponible, et la disponibilité est assurée contractuellement par SLA, et deux, qu'il est hautement scalable, c'est-à-dire qu'il est élastique, il est capable de monter en charge si vous avez plus de besoins. Donc là encore, son bon fonctionnement en termes de performance est assuré de manière contractuelle. On est plutôt ici sur un service qui est fait pour contrôler le trafic sortant d'un VNet, donc ou le trafic passant d'un VNet vers un autre VNet. Là, typiquement, on est plutôt sur effectivement la connexion, la connexion vers l'Internet. Donc on aurait pu appeler également ce service Azure Secure Gateway pour passerelle sécurisée d'accès Internet. Donc il vient complémenter finalement les Network Security Group et d'autres mécanismes de sécurité qu'on va voir. Il permet de faire du filtrage effectivement avec des règles tout à fait classiques de type adresse IP, port, mais également on peut faire du filtrage par les Full Qualified Domain Name, donc les noms d'hôtes qui seront utilisés et on va pouvoir contrôler le flux sortant HTTP, HTTPS. Donc on va dire ici il a vraiment une fonction, on pourrait dire de proxy filtrant, même s'il ne fait pas de cache, mais il permet vraiment de contrôler vers quelles URL on a le droit de sortir. Le bon côté de la chose, c'est qu'ici, on a une gestion qui est assez centralisée, qui peut être multi-abonnement. Donc ça, c'est intéressant dans des architectures de type Hub and Spoke, où on va avoir en fait un VNet central qui va intégrer la sécurité et le management et le monitoring. Et puis on va avoir des VNet qui seront satellites, qui viendront se connecter, en fait, ce qu'on appelle les spokes, qui vont venir se connecter en fait à ce VNet central. Et donc du coup, l'ensemble des trafics vont passer par le VNet central et vont passer par l'Azure Firewall, et donc on va pouvoir contrôler l'ensemble des règles d'autorisation de passage. Donc ça fait une passerelle SNAT pour les flux sortants, donc en gros ça va faire de la translation d'adresse, et du point de vue de l'extérieur, ce qui sera vu comme adresse IP, ce sera l'adresse IP externe de cet Azure Firewall. On sait faire également de la translation de l'adresse entre le VNet et l'IP public, donc il sait faire de l'exposition de services, comme on le ferait en fait avec un pare-feu ou une box à la maison internet en disant tel numéro de port sur mon adresse IP externe, je vais le mapper à tel service en interne. Donc on sait faire ça également. Je pense qu'aujourd'hui, le service Azure Firewall n'est pas vraiment destiné à exposer des ressources à l'extérieur. Là, il y a d'autres services qui le font beaucoup mieux, mais techniquement, on peut le faire. Et puis on journalise tout ça dans la solution centrale de monitoring d'Azure qui s'appelle Azure Monitor. On en reparlera dans une vidéo ultérieure. Donc je vous parlais d'architecture de type Hub and Spoke. C'est vraiment une des architectures les plus typiques en termes d'usage d'Azure Firewall. Là encore, comme je l'ai dit, c'est un service managé qui est capable de monter en charge. Donc
pour simplifier la gestion quand on va dans un environnement multi-VNet, il est fortement recommandé de passer par ce type d'architecture et de ne pas démultiplier le nombre d'instances d'Azure Firewall et d'en mettre une par VNet, ce qui rendrait la chose assez compliquée à gérer et économiquement pas forcément très viable. Donc l'idée c'est de faire un VNet central, le hub, de mettre ici le service Azure Firewall. Vous pouvez mettre également d'autres services de monitoring ou d'interconnexion, par exemple avec vos data centers sur site ou avec d'autres régions Azure. Et puis on va avoir les ressources dans les différents SPOC, qui sont les autres VNet, qui vont passer du coup par le VNet central pour être contrôlés. On a également ce type d'architecture qui existe, où on a effectivement un VNet d'entrée et un VNet de sortie au niveau des ressources. Donc les VNet d'entrée vont contenir en gros les passerelles et les bastions pour pouvoir après rebondir sur les VNet où il y a les workloads, et les workloads, eux, on va les forcer à passer par le subnet qui contient le firewall pour contrôler les flux sortants vers Internet. Donc les types de règles qu'on va avoir dans Azure Firewall, on va avoir des règles applicatives, donc qui seront des règles sur lesquelles on va utiliser des full qualified domain name, donc des noms d'hôtes complets, pour contrôler effectivement les destinations qui peuvent être accédées depuis un subnet. Les règles réseau, elles, sont relativement, sera du L3 à L4, donc on est sur l'adresse source, port source, protocole, adresse destination, port destination, donc du 5 tuples qu'on connaît tout à fait classiquement dans le monde du réseau. Toutes ces règles-là, donc ces deux types de règles, applicatives, donc niveau 7, niveau DNS, HTTP, ou niveau réseau, sont stockées dans ce qu'on appelle les collections de règles. À noter, c'est que les connexions de règles réseau sont toujours traitées avant les connexions de règles HTTP. Donc si vous avez bloqué, par exemple, le TCP 80, donc le HTTP en sortie, même si vous avez derrière des règles qui autorisent HTTP www.bing.fr, ça ne marchera pas parce qu'effectivement les règles réseau sont prioritaires. Quelques exemples ici, donc là on a des exemples de règles avec des FQDN justement, donc là on est plutôt sur les règles applicatives. Et donc là c'était des exemples avec Windows Update et vous avez toute une liste de noms de domaines qui sont utilisés pour le service Windows Update. Comme je l'ai dit, l'ensemble de la journalisation est envoyé dans un puits de log, un Azure Log Analytics, qui sera traité dans Azure Monitor. Et donc on va pouvoir, sur ce puits de log et sur l'ensemble des journaux, faire du requêtage. Requêtage avec le langage standard dans Azure pour cette partie-là qui s'appelle Custo. Donc c'est un langage de type SQL qui permet de requêter sur les puits de log. Actuellement encore en preview, on a intégré à Azure Firewall du filtrage basé sur de la Threat Intelligence, ce qui signifie en gros sur des informations qu'on a sur en gros des sites malveillants ou réputés comme étant véhicules de code malveillant. Donc avec tous les différents services qu'on peut avoir chez Microsoft, que ce soit Office 365, l'antivirus sur les postes Windows 10, par télémétrie, maintenant, on a des équipes qui sont dédiées à la recherche de machines, de réseaux de machines zombies, donc des fameux botnets, ou qui globalement sont des équipes qui travaillent avec les forces de l'ordre pour arrêter effectivement des activités illicites portant préjudice à nos clients. Et donc du coup on a une liste aujourd'hui de noms de domaine et d'adresses IP qui sont réputés comme étant soit des domaines malveillants, soit des postes qui sont infectés, soit des sites qui vont véhiculer, là encore, des problèmes. Donc on est capable en fait dans Azure Firewall de réutiliser finalement ces informations et donc du coup d'appliquer la liste de ces IP malveillantes et des noms de domaine et de pouvoir en fait faire en sorte qu'Azure Firewall bloque le trafic à destination de ces destinations qui ne sont pas forcément recommandées. Donc techniquement en fait le service, on a trois options, soit il est désactivé, soit on l'active uniquement dans un mode d'audit, c'est-à-dire qu'on sera alerté quand effectivement il y a des flux qui vont être à destination ou à réception
de ces adresses IP ou de ces noms de domaine malveillants. Et puis le mode le plus dur, c'est d'alerter et de refuser le trafic. Donc comme ça, si par hasard vous avez des machines dans Azure qui sont infectées par un botnet, dès qu'elles vont essayer de se connecter en fait automatiquement à ce réseau, et bien en fait Azure Firewall, s'il contient les adresses IP ou les noms de domaine associés, bloquera simplement le trafic et vous enverra une alerte. Exemple de log qu'on peut avoir avec ce filtrage par Threat Intelligence. Ici, on a une règle qui dit alerte, il y a eu une connexion, une requête HTTP depuis une adresse IP qui est au sein du VNet à destination ici d'un nom de domaine fictif bien entendu. Et donc ici on est en mode alerte, mais on aurait pu être en mode blocage. Et là vous avez le détail de l'alerte qui vous dit ça c'est un réseau de type botnet. Alors Azure Firewall, au même titre que les Network Security Group, supporte les services tags. Donc on peut également faire des règles qui disent j'autorise les ressources dans mon VNet à aller se connecter par exemple aux URL aux adresses IP ou aux noms de domaine correspondant, je sais pas n'importe quoi, à du stockage dans Azure. Voilà. À noter également, c'est que cette liste d'adresses IP et de noms de domaine, elle est publique. Donc si vous avez votre propre équipement firewall et que vous voulez également gérer vos règles à destination d'Azure, que ce soit en nombre en data center, en région ou par rapport à des services, tout ça est complètement public et vous pouvez aller le télécharger. Je mettrai les liens dans l'article qui est sous les vidéos. Au passage, ce fichier était jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire jusqu'au mois dernier, sous la forme d'un fichier XML. Désormais, le fichier est devenu un fichier JSON qui est probablement plus facile à traiter et à parser. Beaucoup de services d'Azure sont des services de cloud public qui exposent un endpoint public. C'est-à-dire, par exemple, pour accéder au stockage dans Azure, on aura une URL qui finira par windows.core.net, et puis dedans, ce sera du blob avec un nom, etc. Donc en gros, c'est des adresses IP qui sont publiques, accessibles par des noms de domaine DNS. Et ça peut arriver effectivement que certaines personnes disent non, moi j'ai par exemple un frontal web qui est une machine virtuelle qui tourne dans un VNet. Cette machine virtuelle a besoin d'accéder à la base de données qu'on a pris en service managé, donc du PaaS, avec du SQL database, et on ne veut pas passer par le endpoint public. On aimerait rester privatif, et que en gros la communication entre le frontal web et la base de données passe par l'intérieur du réseau d'Azure et pas par juste une petite sortie pour rentrer à l'intérieur. Donc pour cela, en fait, on a ce qu'on appelle des service endpoints. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui permet de prendre des services d'Azure, alors pas tous les services, mais il commence à en avoir un grand nombre, des services d'Azure, et en fait de les exposer dans un subnet d'un VNet. Alors du coup, on se trouve avec une adresse privée pour les ressources du service, et donc directement, du coup, la machine virtuelle ou l'app service peut directement aller pointer sur le endpoint au sein de son VNet. C'est assez intéressant également pour exposer par exemple des services managés, non plus donc à l'extérieur, mais à destination de l'interne et également à la destination des ressources qu'on peut avoir dans un data center sur site. Donc un data center qui serait interconnecté par du VPN site à site ou l'ExpressRoute, on va en parler juste après. Mais c'est une façon également d'exposer à destination de votre data center ou de vos ressources de votre réseau interne chez vous, des ressources de type PaaS. Donc le but vraiment c'est d'empêcher l'utilisation de l'URL publique pour se connecter au service, mais bien de passer par le endpoint qui sera du coup lié à un VNet. Ça va du coup améliorer la sécurité. Et donc comme je disais, la liste des services commence à être assez large aujourd'hui, hein. Donc on a commencé par tous les services de back-end et de stockage, donc on était dans tout ce qui était effectivement Azure Storage, SQL Database, Cosmos DB, etc. Mais globalement, aujourd'hui, la tendance est d'amener la plupart des services, d'amener la fonction de service endpoint pour beaucoup de services managés. Donc la configuration, elle se fait à deux niveaux. Elle se fait au niveau du VNet où on dit dans ce VNet là,
Et dans ce subnet-là en particulier, je vais mettre un endpoint de type Azure Storage, Azure SQL ou autre. Et ensuite, au niveau du service managé, donc le service de stockage, la base de données ou autre, on va venir dire ce service, dans les propriétés firewall, ce service est accessible uniquement par ce VNet. Donc il y a vraiment une opération à faire du côté du réseau et du côté de la ressource qu'on souhaite exposer dans le réseau Azure. Le paramétrage, il est relativement, comme je disais, assez simple, hein. Donc on va venir paramétrer la zone service endpoint et préciser tel type de service sera accessible depuis tel subnet. On n'a pas à gérer de passerelle, de NAT ou autre. Et puis on a étendu un peu ce concept, hein, alors avec un nouveau service qui pour le coup est assez récent vu qu'il a été annoncé en septembre 2019 et qu'il est actuellement en public preview, s'appelle le Private Link. Donc on va dire que le concept reste assez similaire. L'idée est d'avoir des connexions privatives et de ne pas passer par des endpoints publics. Et là en fait, alors on pourrait se dire c'est exactement ce qu'on vient de voir juste avant avec les services endpoint. Alors, pas tout à fait, parce que là l'idée en fait c'est de pouvoir consommer effectivement des services Azure directement au sein d'un VNet, sans passer par une IP publique, mais ça permet également de passer par ce type de mécanisme, mais pour par exemple des solutions proposées par des tiers. Par exemple, un éditeur de logiciel qui hébergerait sa solution sous la forme de solutions SaaS dans Azure, et vous souhaitez en fait consommer ces solutions SaaS de manière privative par des communications à l'intérieur du data center d'Azure en passant par les VNet et sans passer par les endpoints publics. Donc là du coup avec le private endpoint on va pouvoir faire ça. Donc c'est un des scénarios. Et puis par exemple si vous êtes au sein de votre informatique, vous créez tout un ensemble de services que vous voulez exposer également de manière privative pour vos différentes entités, on peut également le faire avec Private Link. Donc voilà, retenez que Private Link, c'est la philosophie un petit peu du endpoint, mais on a poussé le modèle à étendre ça à des services managés faits par des partenaires et éditeurs logiciels. On prend bien entendu les services de passe d'Azure, et puis le client peut également avoir ses propres services qu'il va amener à l'intérieur, de la même façon. Donc cette fois-ci, ce ne sera pas un service endpoint qu'on aura, mais ce sera ce qu'on appelle un private endpoint, qui sera relié à un private link, et le private link fera la liaison en fait avec les ressources ou les VNet contenant les services en face qu'on veut connecter de manière privative. Donc comme je disais, un des usages qu'on va probablement beaucoup voir, ce sera la connectivité privée des offres SaaS des partenaires. Et donc dans un private link, quoi qu'il arrive, on aura toujours une notion de consumer et de provider, donc en gros de consommateur et de fournisseur. Donc c'est plus simple de l'expliquer effectivement avec une offre SaaS partenaire, mais ça marche également avec les services d'Azure. Donc le consommateur, ça va être celui qui aura le private endpoint dans son VNet, hein. Donc c'est lui qui va consommer une ressource de manière privée. Et puis le fournisseur du service, lui, va créer un private link service. Et en fait, ces deux objets créés entre eux vont permettre du coup la communication de manière privative entre ces deux mondes. À noter, ce qui est très important, c'est que entre le consommateur du service et le fournisseur du service, on n'est pas forcément sur les mêmes tenants. Donc on n'est pas forcément sur les mêmes Azure Active Directory, on n'est pas forcément sur les mêmes abonnements. Donc on peut comprendre également que ce type de fonctionnalité va servir en intra-entreprise. Imaginons que vous soyez un grand groupe et que vous ayez plusieurs filiales, ou peut-être que vous avez racheté des nouvelles sociétés qui avaient déjà leur propre tenant, leur propre Azure Active Directory et puis leurs propres abonnements Azure, et que vous voulez réintégrer tout ça dans la même entité, et bien la Private Link va permettre de faciliter ce genre de choses. Voilà. Donc très très important ces notions-là. Et donc vraiment du coup là en étant les capacités d'endpoint à beaucoup plus. Autre point super méga intéressant de l'Azure au Private Link, c'est le support de l'overlapping au niveau des espaces d'adressage. Vous êtes une société A, une grosse société, et puis vous rachetez une plus petite société B, et la société B en fait utilisait déjà de l'Azure, avait déjà des services, avait déjà des VNet avec des applications à l'intérieur.
La seule chose, c'est que, bah, ils ont pris le même espace d'adressage que vous. Ils ont pris un 10 quelque chose, ce qui en soi n'a rien de vraiment extraordinaire, sachant que les 10, 0 slash quelque chose, on est ici sur des adresses, des plages d'adresses IP, hein, de la RSC 1918. Mais du coup, on a le problème, c'est que comment on fait le routage euh, pour des réseaux qui ont le même espace d'adressage? Ben, c'est très compliqué, donc après, il y a toujours des bricoles à faire, mais ce genre d'intégration devient toujours très très problématique. Depuis, et le cloud n'a pas changé grand-chose, ça a juste accéléré le phénomène. Donc, bah, avec le Azure Private Link, on va pouvoir relier un réseau A avec un réseau B, même si les deux sont sur le même plan d'adressage, en exposant effectivement les services du réseau B dans le réseau A via des private endpoints. Et puis après, bah, derrière, nous, on aura un autre mécanisme de Private Link qui va s'occuper de faire de manière simplifiée la translation entre ces deux mondes. Voilà. Donc Private Link, service à regarder de très près, actuellement en preview, actuellement étant septembre 2019. Le User Defined Route va vous permettre dans Azure de spécifier des routes IP particulières. Donc en gros de reprendre les espaces, les tables de routage qui sont données par défaut. Donc je vous l'ai dit par défaut, dans Azure, tous les accès vers Internet sont autorisés, tous les accès depuis Internet sont bloqués. C'est-à-dire que quand je crée une VM, de manière implicite, la VM va passer par le routeur qui est sur son subnet. Donc chaque VNet dispose d'un routeur qui permet de faire la communication entre les différents sous-réseaux que vous allez créer au sein de ce VNet. Et donc par défaut, les routes 000, celles qui permettent de sortir vers tout l'Internet, eh ben, passent par ce routeur, enfin toutes les machines vont passer par ce routeur, qui est l'adresse .1 sur chacun de vos subnets. Et donc ce routeur va autoriser la sortie vers Internet en direct par l'infrastructure d'Azure. Si on n'a pas envie de ça, et qu'on a envie de contrôler l'ensemble des flux, eh bien on va utiliser les User Defined Routes. Et par exemple, on peut faire du coup passer les flux, au lieu de passer par l'adresse point qui est le routeur, et le routeur lui te laisse sortir en direct, eh bien tu vas passer par une autre adresse IP qui est mon appliance virtuelle, et donc du coup bah, je vais contrôler par où vont passer les flux. Quelques exemples, un exemple très simple de routage personnalisé, alors fait avec les anciennes commandes PowerShell, les nouvelles, il n'y a plus écrit Azure mais AZ à la place. Bah là en fait on crée une nouvelle route pour un subnet donné, et puis on dit ben, pour l'ensemble des trafics, c'est-à-dire 0.0.0/0, eh bien le prochain saut, ce sera plus le routeur qui est en point, mais ce sera en fait une virtual appliance dont l'adresse IP est la 10.0.0.4. Voilà. Donc ça c'est un exemple très simple. Globalement, retenez, c'est que dès que vous allez utiliser des solutions de type virtual appliance pour faire du firewalling ou du contrôle de flux, ou que vous allez utiliser Azure Firewall, eh bien vous devrez passer un moment par la création de routes personnalisées, donc de User Defined Route. Alors pour se connecter à ces réseaux virtuels d'Azure, donc je l'ai dit, le réseau virtuel c'est une entité isolée en tant que telle, mais c'est très rare en fait qu'un VNet soit tout seul comme ça. En général, on va se connecter au VNet depuis l'extérieur, le plus souvent par un load balancer, ça c'est l'approche la plus simple. On va voir juste après qu'on a d'autres options de contrôle d'entrée de trafic, mais la plupart du temps, on va arriver par une adresse IP publique associée souvent à un load balancer. On peut se connecter à un VNet avec une connectivité réseau de type point à site, donc du VPN nomade, et donc des utilisateurs de type administrateur ou développeur peuvent se connecter et virtuellement se retrouver au sein du VNet dans un subnet dédié. Et puis ce qui va la plupart du temps nous intéresser, c'est l'interconnexion d'un VNet dans Azure avec un environnement existant sur site dans un data center au travers de technos tels qu'un VPN Stacit ou de l'ExpressRoute. Donc le point site, c'est du VPN. Donc poste nomade, je suis sur mon poste, j'établis un tunnel sécurisé jusqu'à une passerelle qui est connectée à mon subnet Azure. Et puis donc ça c'est plutôt réservé on va dire aux développeurs, aux administrateurs, plutôt qu'à des utilisateurs finaux, dans l'état aujourd'hui en tout cas. C'est plus pour une connexion ponctuelle ou du travail à distance. Et puis les systèmes supportés, ben, nativement effectivement, on a un client, on a packagé le client pour le VPN Windows et Mac OS X. Et puis
Pour les clients Linux, alors donc là les protocoles utilisés, on est sur du classique, SSTP, donc on encapsule les protocoles dans le tunnel dans du HTTPS. Et pour les clients Linux ou FreeBSD, on supporte le protocole OpenVPN. On peut également monter sa propre infrastructure OpenVPN si on ne veut pas utiliser les passerelles fournies dans Azure. Pour interconnecter le data center avec Azure, on a deux options. Les deux options ne sont pas exclusives. Après, le choix de l'une par rapport à l'autre dépendra des besoins, va dépendre du budget et va dépendre également des contraintes de temps pour la mise en place de cette interconnexion. Donc première option, le site-to-site VPN, donc, qui va nécessiter une passerelle VPN sur site et une passerelle VPN côté Azure associée au VNet. Option numéro 2, l'ExpressRoute, qui elle, on va le voir juste après, est une connexion privative qui va nécessiter sur site une passerelle et dans Azure également une passerelle dédiée ExpressRoute. Donc pour la connexion réseau vers Azure en site-to-site VPN, on est sur du très très classique, chiffrement tout à fait traditionnel, AES 256. On utilise une authentification par clé partagée, hein, donc c'est-à-dire que les deux passerelles connaissent la même clé. La montée en charge possible, en fait, on va voir qu'on a des SKU, donc des niveaux de licence et de performance différentes par passerelle, et donc on a différents niveaux de passerelles. Et tolérance de panne possible, oui, en fait, nos passerelles les passerelles pour la production sont redondées. Donc en fait, vous voyez une passerelle, mais techniquement derrière, vous en avez deux. Donc on est sur un cluster actif-passif. Et puis on va avoir un contrôle plus ou moins granulaire des communications derrière. On peut être sur du routage statique ou dynamique. Et attention, on ne doit pas avoir d'overlapping dès qu'on va mettre en place une interconnexion avec un VNet dans Azure. Pas d'overlapping, ça veut dire que si dans Azure, vous avez choisi la plage d'adresse 10 quelque chose, il ne faut pas que vous ayez la même plage d'adresse qui soit utilisée quelque part dans votre réseau en interne, parce qu'à un moment, on a un routeur en fait, qui aura deux choix et il ne saura pas faire le bon choix. Donc attention au choix des adresses IP dans les VNet dans Azure, si vous avez pour prévision de faire du cloud hybride et d'interconnecter votre data center ou votre réseau existant avec Azure. Une fois qu'un VNet est monté et qu'on a mis en place la passerelle, la VPN Gateway, eh bien vous verrez que quand vous devez le monter, la VPN Gateway est dans son propre subnet. Donc toujours bien penser quand vous créez un VNet à prendre une plage globale d'adressage pour l'ensemble du VNet qui soit assez large pour garder quelques adresses IP dédiées au subnet pour les passerelles VPN ou passerelles ExpressRoute au passage. Bien entendu, ces passerelles VPN, il faut pouvoir contrôler que tout se passe bien quand il y a un problème. Donc il faut avoir une visualisation sur la santé des ressources qui sont derrière. Et donc ça, vous l'avez dans la zone ressources health, où on vous dit par exemple si la passerelle à un moment est disponible ou pas, ou si la connexion est tombée ou pas. Donc ces passerelles VPN site à site, en fait, il y en a aujourd'hui quatre modèles ou quatre niveaux. Donc on a les passerelles basiques qui sont vraiment faits pour du dev and test avec une limitation de bande passante à 100 mégabits seconde, qui ne sont pas faits vraiment pour la production, mais qui sont largement suffisants pour faire du test, du dev, voire éventuellement servir de connexion de secours. Ensuite, dès qu'on est sur de la production, on sera tous sur les passerelles Gateway 1, 2 ou 3. Là encore, le choix de l'une par rapport à l'autre, c'est juste un choix de puissance et de prix à payer en fait. Donc on va aller de 650 mégabits seconde à 1,25 gigabits. Remarquez également que les passerelles de production ont un SLA en termes de disponibilité qui est un petit peu plus élevé. On est sur 99-95 versus 99,9 pour les passerelles de type basique. Donc on vient de voir le VPN IPsec au travers Internet qui fonctionne bien, qui est relativement simple à mettre en place pour peu que vous ayez les compétences dans votre data center au niveau des équipes réseau avec des personnes qui savent monter un VPN sur l'équipement que vous avez dans votre data center. Le reste de la configuration côté Azure est relativement simple à faire et globalement en moins d'une heure logiquement on doit pouvoir monter une connexion de type VPN site à site avec Azure. C'est assez simple. Alors, la limitation, vous l'avez vu, hein, la première limitation c'est que on est limité dans la SKU la plus importante
à une bande passante de 1,25 gigabits. Et puis surtout, on n'a pas de garantie de service, hein. Parce que pour le coup, là, on va passer, un VPN est un tunnel sécurisé qui va passer par l'infrastructure internet. Donc c'est-à-dire que, les paquets vont pas forcément passer par les mêmes chemins, que la bande passante, sera peut-être partagée avec vos utilisateurs qui font autre chose que du VPN Stacit et que, potentiellement la latence risque d'être assez élevée parce que, ça va dépendre du nombre de sauts que vous allez faire, le nombre de routeurs que vous allez passer, que vos paquets vont passer, pour atteindre la partie, Azure. Donc ça répond à plein de besoins, le VPN Stacit, mais dès qu'on va être dans une contrainte de besoin de garantie de service et d'une bande passante également garantie, on va, probablement se tourner vers d'autres solutions, et donc notamment, utiliser, plutôt ce qu'on appelle de l'express route, hein. Donc là dans l'express route, on va avoir un niveau de service, additionnel qui sera garanti, heu, une latence réduite, hein. Pas forcément garantie la latence, mais en tout cas la bande passante, elle sera garantie par le fournisseur, on va dire, réseau. Donc il y a 2 types de déploiement, d'express route. Le premier, c'est de passer par ce qu'on appelle un point d'échange, un IX. Exemple de IX en France, on a Interxion ou, on a Equinix. Et donc l'idée en fait, c'est que le data center du client, est connecté et raccordé, donc à un data center, du fournisseur de point d'échange, du X. Et donc, l'interconnexion après, va prendre différentes formes, soit c'est une interconnexion de type L2, directement une connexion ethernet entre, votre data center et l'X qui est, j'espère pas très loin. Soit ça peut passer également par, je loue, heu, au sein des data centers, du point d'échange, exemple Equinix ou Interxion, je loue une cage, dans cette cage, je mets mes équipements et je mets mes routeurs. Et du coup, ensuite je suis connecté au réseau, de l'EX qui me permet après de me connecter, à Azure, via ExpressRoute. Donc ça, c'est la première option. C'est celle qui va demander probablement le plus de travail côté client, versus l'option numéro 2, qui est l'option fournisseur d'accès, qu'on appelle, aussi également, tout ce qui est, MPLS. Donc dans le deuxième cas, le fournisseur d'accès, là, c'est d'utiliser finalement le WAN que vous avez aujourd'hui, qui est géré, par un fournisseur tiers telco, au travers d'un MPLS et de VPN MPLS. Donc vous avez déjà en fait plusieurs sites qui sont raccordés, via un WAN, par un fournisseur de réseau, qui vous fait bien le travail et vous dites: «Moi, heu, là j'ai tant de réseaux, tant de sites dans mon réseau, distribué, j'aimerais rajouter des sites qui sont des sites qui proviennent d'Azure». Et donc en gros, vous allez déléguer la tâche du raccordement, à Azure, ou le plus gros du travail en tout cas, à votre fournisseur de VPN MPLS. Donc, exemple de fournisseurs, d'accès, qui font ce type de service et de partenaires certifiés, en France. On a Intercloud, on a Orange, VPN Gallery et on a Colt également. Donc la différence entre les deux, c'est plutôt la bande passante qui peut être, différente entre les deux. Au moment où j'avais écrit ce slide, c'était 10 gigabits sur les points d'échange et jusqu'à 1 gigabit sur les fournisseurs d'accès. Mais à ma connaissance, les fournisseurs d'accès maintenant proposent également donc un VPN, MPLS également du 10 gigabits. Donc si vous cherchez, les partenaires ExpressRoute sur le site de Microsoft, vous allez avoir une magnifique mosaïque avec beaucoup, beaucoup de noms. Mais là encore, il va falloir en fait du coup sélectionner le pays dans lequel vous voulez faire ces opérations. Parce qu'en fait, dans chacun des pays, on a un certain nombre de partenaires qui sont référencés et qui effectivement, gèrent tout cela. Donc si on prend le site web, par exemple, si on prend ici l'Europe, hein, dans les régions Azure et les localisations ExpressRoute, on voit effectivement qu'on a, des partenaires ExpressRoute à Amsterdam, Dublin, Londres, Newport, Paris, Marseille. Voilà, la liste s'est probablement, étendue, récemment du fait qu'on a annoncé l'ouverture des régions également en Suisse. C'est à vérifier. Donc si on prend les partenaires européens pour l'agrégation, hein, donc les points d'échange, globalement à Paris, on a Interxion et Equinix, à Newport, on a NGD, à Londres, Interxion Equinix également à Amsterdam. Donc vous voyez qu'en général, ça va souvent par paire. Et ce sont ces partenaires, de points d'échange qui, eux, vont se raccorder au Microsoft Network, sur lequel, sont connectés l'ensemble de nos data centers.
Donc j'ai repris ici sur le site d'Equinix un exemple et également une illustration. Donc Equinix permet, ou les points d'échange au sens large, permettent de se connecter de manière privative depuis le data center de votre organisation jusqu'à leur data center à eux. Ça c'est l'option numéro 1. Et l'option numéro 2, c'est carrément d'avoir une cage privative, c'est-à-dire un espace physique avec du matériel à vous, directement chez Equinix. Et lui après a la connectivité vers les services de cloud de différents fournisseurs, mais en l'occurrence ce qui nous intéresse ici, c'est Azure, également Office 365 et Dynamics. Donc les 5 à retenir, c'est qu'aujourd'hui les 5 grands partenaires certifiés ExpressRoute en France sont Equinix Interaction pour les EX, Intercloud Cloud et Orange Business Services pour la partie MPLS. Et si vous regardez après dans le détail de chacun des fournisseurs, vous remarquerez qu'en fait eux-mêmes, quand vous passez par un fournisseur de type MPLS, comme Colt par exemple, ou Intercloud, eux-mêmes derrière, en fait, pour se connecter à Azure, ils vont venir se plugger sur un X, sur un point d'échange. Donc on voit ici par exemple que Colt sur Londres se connecte sur Equinix. Pour la région Europe North, donc c'est-à-dire Amsterdam, Dublin, pardon, tant pour moi, ils vont se connecter sur également en Telecity. Donc là, Amsterdam, ce sera Telecity, Interaction pour Francfort, etc. Donc ExpressRoute, quand on crée ce qu'on appelle un circuit ExpressRoute, dans ce circuit, en fait, une connexion ExpressRoute pour être plus précis, en fait, il va y avoir déjà une redondance qui va être assurée au niveau de ce qu'on appelle le circuit. D'accord. Donc vous prenez une connexion ExpressRoute avec votre fournisseur. Techniquement derrière, en fait, il y aura déjà une redondance qui sera faite avec deux circuits, un circuit principal, primaire, et un circuit secondaire au cas où. Et au sein de ces circuits, en fait, on va activer ce qu'on appelle des peerings. Donc il y a deux peerings à connaître, il y a deux peerings à activer, je ne vois pas pourquoi on n'activerait pas les deux. Le premier peering s'appelle ce qu'on appelle le private peering, donc c'est ce qui va permettre d'interconnecter votre data center avec des VNet dans Azure, le tout de manière privative. Et le deuxième peering s'appelle le peering Microsoft. Et le peering Microsoft vous permet en fait de passer par l'ExpressRoute pour atteindre des IP publics ou des services publics d'Azure ou d'Office 365. Exemple, exemple simple, vous voulez faire de la réplication de machines virtuelles depuis votre data center à destination de Azure pour des besoins de migration ou de plan de reprise d'activité, donc un mécanisme de récupération en cas d'urgence. Votre flux de réplication de données, soit vous le faites passer par l'Internet, parce que le endpoint public du service Azure Site Recovery, il est accessible via un nom DNS qui pointe sur des adresses IP publiques. Et vous dites, non, je ne veux pas saturer ma bande passante Internet avec ces flux de réplication, j'ai un ExpressRoute, je veux faire passer cette réplication par mon ExpressRoute. Dans ce cas-là, vous allez activer le peering Microsoft, et le peering Microsoft, en fait, permet de faire passer les connexions vers des services publics Azure Office 365 au travers de l'ExpressRoute, et donc de ne pas passer par l'Internet et de profiter des bonnes performances de l'ExpressRoute. Voilà. Donc retenez, on monte une connexion ExpressRoute qui va être, donc, du coup, être redondée avec deux circuits, un primaire et un secondaire. Au sein de ces circuits, en fait, on va activer deux peerings, le peering privé pour la connectivité avec les VNet dans Azure, et la connectivité Microsoft pour les services Microsoft qui utilisent des adresses IP publiques. Un projet ExpressRoute, on le sous-estime souvent dans sa durée. Comme je disais tout à l'heure, monter en place une passerelle, une interconnexion de data center à VNet dans Azure avec du VPN en site-to-site, c'est très rapide, ça peut se faire dans l'ordre d'une heure à peu près. ExpressRoute, c'est un projet en tant que tel qui peut prendre parfois plusieurs semaines parce que il va falloir définir passer par différentes phases. Alors, les différentes phases sont les suivantes. Bon, la première déjà, il faut avoir un abonnement Azure qui existe déjà. Ça jusqu'ici, on s'en serait un peu douté. Ensuite, il faut une connectivité avec le fournisseur qui est identifié et une relation, entre guillemets, une mise en relation qui a déjà été établie. Par exemple, vous êtes client de Colt,
Vous avez un MPLS, bah, vous dites: «Bah, j'ai déjà, la relation avec mon fournisseur, il m'a déjà mis en place de la connectivité avec son infrastructure, l'infrastructure de Colt, bah, autant regarder si je peux m'interconnecter avec Azure, via mon fournisseur, via Colt». Ou alors, j'ai déjà un data center, il est proche d'un NIX comme Equinix ou Interxion, j'ai déjà tiré des câbles avec eux, hein, ou alors j'ai déjà peut-être loué de l'espace dans leur cage, ben, je vais passer par ce fournisseur-là. Donc déjà identifier un petit peu si de la connectivité a déjà été établie. Si c'est pas le cas, j'ai un data center tout neuf et puis je me dis: «Bah, je vais le connecter avec Equinix, mais j'ai pas de liaison physique avec eux». Bah, il va falloir à un moment faire la connectivité, hein, il y a pas de magie. Donc quand cette connectivité, physique est établie avec le fournisseur, on va passer à la suite. On va, faire une commande de circuit express route. Donc c'est probablement d'ailleurs la partie la plus simple du process. Donc on a sélectionné son fournisseur, on sait de quoi on a besoin, on sait vers quelle localisation on veut se connecter, quelle est la bande passante qu'on va avoir besoin, quel modèle de facturation on va prendre, est-ce qu'on va prendre également des SKU normal ou premium. Donc cette phase-là, qui est la commande du circuit express route, c'est une opération qui est faite côté client, et c'est la création d'une ressource dans Azure. On va voir la capture d'écran juste après. Donc c'est une opération qui, elle, est relativement simple. Une fois qu'on a les différents éléments dont je viens de parler, l'opération va prendre quelques minutes au plus. C'est juste un formulaire à remplir dans le portail Azure. Une fois que ce circuit express route a été commandé, on va avoir des informations qui seront générées, qu'on va fournir en fait au fournisseur de connectivité. On va pouvoir lui donner d'autres informations. Et là, il va y avoir un travail qui va être fait côté fournisseur, donc côté point d'échange ou côté fournisseur MPLS. Une fois que cette connectivité est établie, et bien là, après, vous allez lier vos différents VNet pour faire la partie private pairing et public pairing. Donc, pourquoi un projet ExpressRoute il prend du temps? Il prend du temps principalement parce qu'en fait, on va avoir beaucoup d'interlocuteurs dans la boucle. Il faut trouver les bonnes personnes commerciales et les bonnes personnes également techniques pour mettre ça en place. Donc, il y a un travail qui est fait en général côté client, un travail qui est fait côté opérateur. Il peut y avoir la collaboration dans ce projet de personnes de Microsoft et également de partenaires Microsoft qui vont aider le client final à monter en place tout ça. Donc on peut se retrouver entre globalement à 3 parties minimum, parce que contractuellement, il va y avoir une contractualisation entre le client et l'opérateur de réseau, une opération contractuelle entre Microsoft et le client, et potentiellement effectivement l'intervention également d'un partenaire au milieu de tout ça. Donc c'est pour ça qu'effectivement il y a un déroulé qui peut prendre des fois, parfois quelques semaines. Donc il faut vraiment le planifier et certaines étapes sont non compressibles. Quand effectivement on a fait l'étape numéro 2 et qu'on donne toutes les clés au fournisseur réseau, bah, le fournisseur réseau, en général c'est rare que sur un claquement de doigts, il puisse tout vous activer. Il y aura certaines opérations à faire chez lui. Et donc ça peut prendre du temps. Donc il faut en tenir compte. Donc si on a un besoin fort et rapide d'avoir une interconnexion data center avec Azure, on met en place le VPN Stacid qui est rapide, et puis pendant ce temps-là, ben, on démarre en parallèle le projet ExpressRoute. Donc on est dans la phase de commande de circuit ExpressRoute, là c'est une opération qui est faite côté Azure, qui est relativement simple. Et bien on va dire, je crée un nouveau circuit ExpressRoute, on choisit ici le fournisseur, dans mon cas j'ai pris Equinix, on choisit l'emplacement de peering, donc là j'ai voulu m'appairer, être au plus proche avec une zone dans Paris. On choisit la bande passante, on choisit la SKU d'ExpressRoute et on choisit le billing model. Alors ça, attention, très très important, on a deux modes de facturation qui seront faits ici côté Azure. Soit vous dites, bah, je suis dans un mode illimité, donc en gros je vais payer par rapport à la bande passante souhaitée un prix fixe par mois. Donc on pourrait voir ça comme un forfait téléphonique. On dit, ben, tu payes 40 € et tu peux appeler autant de fois que tu veux. Donc ça, c'est bien quand ça peut être un modèle intéressant. Mais là encore, quand on n'est pas sûr au départ de sa consommation, etc., le modèle metré, mesuré est probablement plus intéressant. Là, vous allez payer à Microsoft la partie Express Route en fonction de la volumétrie qui sera échangée. Donc si on est au départ sur une montée en puissance, on n'a peut-être pas besoin d'être sur un volume illimité. Ça peut coûter assez cher.
surtout si la bande passante est élevée. Donc faites attention, donc commencez plutôt à vous mettre en métré, et ensuite il est possible de passer du mode métré au mode illimité. Et à ma connaissance, on ne sait pas faire du mode limité vers le mode métré ou le mode mesuré. Donc on pense bien à se mettre ici en mode métré. Une fois qu'on va cliquer sur Create, là il va initialiser le process de provisioning, et donc ici j'ai la génération d'une service key qui est fait. Donc c'est cette service key que vous allez donner en fait à votre fournisseur telco, qui lui ensuite fera toute la sauce du côté de son réseau. Et ensuite, il y aura la création des différents peerings. Alors ici, on voit 3 peerings. Historiquement, il y avait 3 différents types de peering. Maintenant, il n'y en a plus que 2. Le peering privé et le peering Microsoft, qui inclut également la partie Azure public. À noter, c'est que sur ExpressRoute, on peut faire ce qu'on appelle des route filters. Donc on va pouvoir sélectionner les services spécifiques, par exemple d'Office 365 ou de Dynamics, qui vont passer par l'ExpressRoute. Là encore, je l'ai précisé dans la première vidéo, les data centers de Microsoft mutualisent les services, intègrent à l'intérieur les services d'Azure, bien entendu, d'Office 365, de Dynamics, et puis également tout ce qui est Xbox. Alors, dès qu'on va mettre en place de l'ExpressRoute, on va peut-être vouloir également vérifier que les perfs sont bonnes. Donc là, soit pour faire du préventif, soit en mode réactif. Si vous avez des problèmes de performance sur votre ExpressRoute, je vous encourage à utiliser le Network Performance Monitor pour ExpressRoute, qui va vous permettre de faire effectivement d'avoir un graphique de la topologie des différents équipements traversés, et puis des latences induites par chacun des équipements. Donc là, vous avez les deux vues qui nous intéressent, la bande passante et la latence. Donc comment ça fonctionne le NPM? En fait, vous avez un agent installé sur une machine côté Azure, et puis un agent installé sur une machine côté du data center. Et puis en gros, ces agents vont s'envoyer des paquets qui seront après traités dans l'outil pour remonter après derrière des graphiques de bande passante et de latence. À noter, c'est que pour ExpressRoute, on a la fonctionnalité de Global Reach, qui fait qu'en fait, si vous avez ici 2 sites clients de data center en bas, qui sont connectés, chacun est connecté vers une région Azure privilégiée, eh bien, le mécanisme de Global Reach fait que, en fait, automatiquement, la connectivité vers les autres régions est assurée par ExpressRoute au travers de ce mode global. On peut tout à fait faire coexister un ExpressRoute et un VPN site à site. Et du coup, le VPN site à site, on va encourager de l'utiliser pour la partie chemin de secours. Ça peut arriver que, donc normalement ExpressRoute est bien redondé, on a vu qu'on avait 2 circuits, un primaire et un secondaire. On peut toujours avoir une panne de l'opérateur, une pelleteuse qui a tranché un câble. Il peut toujours y avoir un problème, même si les risques sont faibles. Donc c'est bien si effectivement la connectivité réseau est hyper importante pour votre activité, d'avoir une solution de secours. Donc la solution de secours, effectivement, c'est d'avoir en parallèle un VPN site à site, basique ou un peu plus élevé, et de se dire quand ma connexion principale vers l'ExpressRoute va tomber, je vais basculer le temps que ça soit corrigé via le VPN site à site, qui sera peut-être un peu moins performant, il y aura des latences un peu plus élevées, mais au moins la connectivité sera toujours là. Donc ça veut dire que si on est dans ce mode-là, techniquement, on aura dans le VNet Azure sur lequel on va se connecter, 2 passerelles, une passerelle de type VPN site à site et une passerelle ExpressRoute. Les 2 passerelles n'ont bien entendu pas les mêmes performances. On voit ici la différence qu'on peut avoir entre des passerelles ExpressRoute et des passerelles VPN. Donc quand on commence à avoir plusieurs VNet dans Azure, il va se poser la problématique de comment on interconnecte ces VNet. Comme je l'ai expliqué, le VNet est une entité isolée en tant que telle, et par défaut, effectivement, 2 VNet ne se parlent pas. Donc là, il y a 2 options qui existent. La première qui est l'option historique qui s'appelle le VNet to VNet, ce qui correspond à ni plus ni moins qu'établir en fait un tunnel VPN site à site entre les 2 VNet, et donc d'avoir dans chacun des VNet une passerelle VPN instanciée. Donc du coup, on va retomber dans les travers ou les problématiques
de la passerelle VPN, c'est qu'elle a une limitation en termes de bande passante. On a vu aujourd'hui que la SKU la plus élevée était 1,25 gigabits par seconde si on utilise la passerelle Azure. On a un trafic qui est chiffré entre les deux, parce que là, du coup, on va passer entre guillemets par l'internet public et on aura un trafic donc protégé en IPsec. L'option numéro 2, c'est de faire du VNet peering. Donc là, on a une interconnexion qui est simplifiée. Alors simplifiée dans le sens où on n'a pas à mettre en place de passerelles dans chacun des VNet. Donc on a un petit peu moins de travail administratif et de gestion à faire. On a du coup également un haut débit, une faible latence. En VNet peering, en fait, on va passer non pas par le côté public du data center Azure, mais on va être vraiment sur le backbone d'Azure. Donc on va profiter d'un haut débit et d'une très faible latence. La latence est d'autant plus faible qu'on n'a pas d'équipement supplémentaire type VPN Gateway. Et notre trafic sera chiffré, mais là il sera chiffré au sein de notre réseau sur notre backbone, simplement parce que on va utiliser le SDN d'Azure, donc le Software Defined Network de notre système. Et donc en gros, vous êtes sur le réseau mutualisé, mais bien entendu, chaque client est isolé les uns par rapport aux autres. Donc le VNet peering, c'est une connectivité directe de niveau 3 entre deux VNet, alors d'une même région et d'un même tenant. Ça c'est important. Donc on peut avoir les VNet dans différents abonnements Azure, mais on restera dans le même Azure Active Directory, le même tenant. On a des liens bidirectionnels. On peut, alors si on a des vieilles ressources de type VNet classique, je vous encourage à les migrer, mais si vous en avez, vous pouvez quand même faire du peering avec du VNet ARM. Et puis on peut mettre en service chaining une passerelle virtuelle, une planète virtuelle, pour filtrer les communications entre deux VNet et pas simplement avoir une connectivité. On peut mettre bien entendu des Network Security Group, on peut mettre des User Defined Routes sur ce type de connexion, et ça marche également entre différents abonnements. Donc, vous pouvez imaginer que vous avez un VNet dans votre abonnement de production, un VNet dans votre abonnement de test and dev et interconnecter les deux. Est-ce que c'est un bon choix? Dans mon exemple, non, mais vous avez compris le principe. Donc en gros, quand on est dans une même entité d'identité, l'Azure AD, on peut interconnecter des VNet entre eux, entre différents abonnements, et même si les abonnements sont de type différent, les abonnements de type pay-as-you-go avec un abonnement de type A ou avec un abonnement de type CSP. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc là, je vous ai parlé d'un VNet peering qui se fait à l'échelle en fait d'une région Azure, d'une même région Azure. Si on passe par de l'inter-région, historiquement, la seule option possible était de passer par du VPN site-à-site entre deux VNet qui sont dans deux régions différentes, exemple France centrale avec North Europe qui est Dublin. Alors, il faut savoir que Microsoft en fait a le deuxième plus grand réseau mondial en termes de longueur en termes de longueur de câble et de fibre. Donc ça c'est une vue simplifiée, mais c'est une vue de l'ensemble de l'interconnexion qu'on peut avoir entre nos data centers, et donc certaines lignes sont des lignes qui nous appartiennent, d'autres sont des lignes qu'on loue, qui nous appartiennent mais en copropriété avec d'autres fournisseurs. Donc globalement, il faut retenir qu'on a un réseau global qui est indépendant de l'Internet, qui est un réseau à très haut débit, et qui nous permet d'interconnecter nos différents data centers les uns avec les autres. Donc pour étendre tout ça, l'idée c'est de se dire, finalement on a beaucoup de bandes passantes, on a des latences assez intéressantes, on a des liens qui sont quelque part privés, et du coup on va voir qu'on va pouvoir les utiliser pour le VNet peering à une échelle au-delà de la région. Aujourd'hui on a du peering avec plus de 2500 fournisseurs d'accès dans 38 pays, et globalement, dès que vous faites un tracert, un traceroute, et que vous commencez à arriver sur des noms de domaine qui se terminent par msn.net, ça veut dire que vous commencez à arriver sur la partie publique en fait du réseau Microsoft, dans l'espace public en termes d'adresse IP de routeurs gérés par nous. Un des derniers projets sur lequel on a communiqué il y a 2 ans et demi à peu près, c'était le projet Maria, qui était un câble transatlantique reliant la Virginie à Bilbao, hein. Donc on est ici sur quand même 6100 km de long.
Et le nombre de fibres qui est à l'intérieur permet aujourd'hui une bande passante sur ce câble de 160 téraoctets secondes. Pour vous donner un ordre d'idée, ça représentait au moment où ce câble a été posé, ça représentait à peu près 50% de la bande passante disponible entre l'Europe et les États-Unis. Effectivement, bah, les technologies avançant, les câbles qui sont immergés ont de plus en plus de fibres par rapport aux anciens câbles, les fibres étant de plus en plus petites. Et donc du coup, les nouveaux câbles ont effectivement une bande passante qui est beaucoup plus élevée, hein, heu, que les anciens câbles. Donc ce qui explique effectivement le fait qu'au moment où ce câble a été posé, il représentait 50% de la bande passante entre les 2 continents. Alors c'est un câble qui est en copropriété, qui nous appartient avec Facebook et avec Telxius. Donc il a été tiré, hein, bah, c'est là pour le coup, c'est de l'opération, on est loin du data center ici, et loin de l'informatique. On est vraiment sur du physique où, ben, un câble est déroulé avec un énorme bateau et puis amené après, jusqu'à la terre. Ça, c'était l'arrivée, à Bilbao. Donc tout ça, alors tous ces interconnexions, privées, et ce réseau, qui est, dispatché sur le monde entier entre nos data centers, du coup, bah, nous permet de proposer un service aujourd'hui qu'on appelle le VNet Global Pairing, qui permet d'interconnecter finalement 2 VNet ou plusieurs VNet sur des régions Azure différentes, et on va passer par ce fameux backbone et ce type de câble pour faire la communication. Donc là, on n'aura aucune communication qui passera par l'internet, on sera vraiment sur du privé avec une faible latence et un haut débit. Et donc désormais, c'est disponible, à vérifier après, quelles sont les régions, qui l'ont ou pas. Comme beaucoup de services, hein, c'est très rare qu'à l'instant T, le service soit disponible sur l'ensemble des régions Azure. Donc là encore, si vous avez ce besoin, vérifiez au préalable avant de faire vos dessins d'architecture qu'on dispose du VNet Global Peering sur les 2 régions qui vous intéressent par exemple. Du coup, on a cette infrastructure réseau assez grande, on sait faire du VNet Peering, mais on s'est dit qu'on pouvait également proposer du coup l'utilisation de ce réseau pour permettre aux organisations en fait, de gérer eux-mêmes leur WAN. Donc l'idée étant de monter, d'utiliser Azure en gros comme le réseau WAN de votre organisation, et de se dire ben j'ai le site numéro 1 dans le pays numéro 1 qui va être connecté en express route avec les data centers d'Azure, j'ai le site numéro 2 dans la région numéro 2 qui va être interconnecté en express route avec Azure. Ben, pourquoi ne pas utiliser finalement après toute l'infrastructure d'Azure pour pouvoir envoyer des informations, me connecter du site numéro 1 vers le site numéro 2. Donc on dispose de 130 sites edge site ou des points de présence. Et donc à l'origine la preview était faite avec Citrix et Riverbed, hein, donc on va passer pour la gestion du WAN par des outils faits par des gens du réseau. Donc on a commencé avec Citrix et Riverbed, et puis désormais je pense que Checkpoint, Nokia, Palo Alto ont déjà dû arriver. Ben, en gros, on utilise les solutions de ces fournisseurs pour gérer tout seul en gros la gestion du WAN. Donc en gros, on passe par l'infrastructure d'Azure, et après le management des différents sites, leur interconnexion, passe par des appliances virtuelles de ces constructeurs-là. Donc ici, on a un exemple d'interface euh, de Azure One. Et puis on retrouve ensuite ben, les outils de management fournis par les équipes, enfin fournis ou achetés aux fournisseurs réseau. Ici on a l'exemple avec Riverbed, ou directement depuis Riverbed en fait, on va gérer et créer les différents sites avec les adresses IP, par quelles connexions ils vont passer, etc. Donc là on a notre exemple avec le SD-WAN Center de Citrix. Donc toute la configuration du WAN en tant que tel se fera via des appliances virtuelles de fournisseurs réseau. Nous, on va fournir derrière quelque part l'infrastructure, c'est-à-dire en gros la connectivité une fois que les express routes sont montées des différents côtés. Autre service du réseau important, Azure DNS, c'est un service de résolution de noms. C'est un des rares services à avoir un SLA de 100% sur la disponibilité du service. Il permet une réplication ultra rapide des changements. Donc ça c'est important quand on a des besoins de changement rapide de nom DNS ou de paramétrage et qu'on veut que ce soit répliqué. Je pense qu'on a tous eu un moment ou un autre à gérer des fournisseurs de DNS où ils disaient ben, c'est bon, vous avez créé la zone ou créé l'enregistrement, attendez quelques heures que la réplication soit faite. Donc là c'est pas le cas avec Azure DNS.
Et donc ça permet de gérer des zones DNS. Attention, ce n'est pas aujourd'hui un registrar, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas venir sur le portail Azure et dire ben, je veux acheter le nom de domaine titi.fr par exemple. Ça, on continuera à le faire auprès d'un registrar. On n'est là que pour la gestion des zones DNS. En preview actuellement, qui n'est pas encore arrivé en finale, c'est la possibilité de gérer des zones privées. Donc là vraiment on est dans une optique de split brain DNS, c'est-à-dire qu'une même ressource, en fonction de l'endroit depuis laquelle elle sera accédée, répondra avec une information DNS, une IP privée ou une IP publique. Et puis on sait bien entendu gérer tout ce qui est alias. Donc l'interface, tout est pilotable via le portail d'Azure, la ligne de commande Azure CLI, les API REST ou de l'infra as code avec du Terraform ou autre. Point intéressant, on a la notion d'alias pour les enregistrements DNS. Donc l'alias, on pourrait penser au CNAME, on n'est pas très loin de ça. L'alias, c'est de dire ben, je vais prendre une ressource Azure et donc je vais faire un alias par rapport à cette ressource. Donc l'enregistrement sera lié à la ressource. Et donc par exemple, si on prend une adresse IP publique, je l'expliquais au préalable, elle peut être persistante ou dynamique. Mais finalement, plutôt qu'aller rechanger soi-même le DNS, eh ben, on va dire l'enregistrement Toto correspond à la ressource adresse IP dans Azure. Et donc il prendra l'information sans avoir à vous demander de faire le travail pour vous. Donc c'est un référencement de ressources Azure avec leur valeur IP et automatiquement ça enregistre le tout dans le DNS. Un exemple ici, je suis venu chercher, donc j'avais deux options, soit je crée un nouvel enregistrement de type A, du type zone record set, donc j'aurais dit enregistrement de type A, adresse IP égale, et puis vous tapez votre adresse IP. Mais là, en fait, mon adresse IP, je la connais pas, elle peut changer, donc à la place, je dis prends l'alias de type Azure Ressources. Et dans ce cas-là, automatiquement, en fait, il ira chercher la valeur en fait, de la ressource Azure qui s'appelle Stan 2016 Insight IP. On a également des offres de CDN dans Azure, donc on a trois offres de CDN dans Azure. Historiquement, on a des offres revendues dans Azure, mais qui sont des offres Akamai ou des offres Verizon. Et puis également, on a notre offre Microsoft CDN, qui est là basée sur nos technos, et qui historiquement vient de nos expériences avec des choses comme Bing, Xbox, Hotmail, etc. Et donc on a 54 points de présence, 33 pays et des caches régionaux. On annonce un RTT moyen de 50 millisecondes vers un POP dans plus de 60 pays dans le monde. Ensuite, on va devoir parler dans le réseau des services d'équilibrage de charge. Donc, il y en a plein qu'on peut positionner à différents niveaux. On va commencer par le niveau le plus haut, Azure Traffic Manager. Donc là, on est sur un load balancer DNS. Donc on est sur un service qui est global. Et l'idée, en fait, c'est que vous faites pointer votre nom de domaine sur un CNAME qui est une URL Traffic Manager. Et ensuite, Traffic Manager va faire le dispatching automatiquement pour vous vers d'autres ressources. D'autres ressources qui peuvent être des ressources dans Azure, de type website ou autre, mais ça peut être des ressources dans votre data center. Et en fait, le mécanisme d'équilibrage de charge du trafic, vous avez différents algorithmes disponibles. Donc on a le mode performance. Donc, le mode performance, là, il va travailler sur les différentes options en termes de latence. C'est-à-dire que vous vous connectez et puis il va regarder tous les endroits où faire le load balancing et puis il va prendre celui où la latence est la meilleure. Le mode de répartition de poids, qui n'est plus ni moins que du round robin, donc vous faites tourner, vous avez première requête, réponse A, deuxième requête, réponse B, troisième requête, réponse C, et puis après, on reboucle, quatrième requête, réponse A, tac, tac, tac. Là, on peut avoir du pondéré à 1, et là, on sera vraiment round robin, mais après, on peut avoir du pondéré en disant, répond à 66% du temps sur ce endpoint ou 33% celui-ci. On a également le mode priority qui s'appelait avant failover, qui consiste à envoyer à une adresse en priorité. Et puis, si ça ne répond pas à ce endpoint, on envoie sur un autre endpoint. Et puis, dernier mode de répartition de charge, le georouting, qui permet de restreindre des endpoints d'un continent, d'un pays. Tiens, par exemple, je ne veux pas que tu renvoies à des endpoints autres que ceux qui sont aux États-Unis. Donc, toutes ces règles-là, en fait, sont combinables les unes avec les autres. On appelle ça du nested profile. Mais globalement, vous pouvez dire, je veux d'abord aller vers de la performance en termes de latence,
et ensuite faire par exemple du failover si sur une région ça répond pas. Et puis pour faciliter l'usage de cet outil, on a mis en place un visualiseur graphique qui permet d'avoir une vue d'où viennent les utilisateurs et puis en gros de la latence et du volume généré. Donc ça c'est intéressant si on prenait cet exemple très simple, on voit que tout est concentré ici sur une région qui est probablement West US, ça ressemble à Quincy quelque part. Mais ça veut dire qu'effectivement les gens qui sont autour, là on voit ici ils sont en vert, donc c'est-à-dire qu'ils ont des bonnes latences. Par contre ceux qui sont beaucoup plus loin, la latence est le plus importante. Effectivement, la latence dépend de la distance à parcourir. Donc là peut-être que pour améliorer l'expérience des utilisateurs, ce serait intéressant de mettre une deuxième, de faire une deuxième zone dans une deuxième région Azure, par exemple East US ou Europe, où il y aurait les mêmes ressources, et ensuite de prendre le Traffic Manager pour load balancer sur les deux afin d'avoir des meilleures performances, et de ne pas envoyer tout le monde très loin. Toujours en load balancer, le load balancer Azure, qui est un load balancer niveau 3-4, relativement classique. On part d'une IP publique, ou une IP interne, on va dire, pour faire simple, une IP publique ici, et ensuite le load balancer va dispatcher les requêtes sur plusieurs ressources en interne. On fonctionne sur du tout à fait classique pour du monde du load balancer avec des tuples, donc adresse IP source, adresse source, port source, IP destination, port destination et protocole. Donc pas vraiment d'intelligence, niveau 3-4. Ça va répartir la charge sur plusieurs machines virtuelles au sein d'un VNet, ou sur un VM scale 7, ou sur plusieurs containers. Le choix est vague. Donc on va définir, quand on va créer un load balancer dans Azure, un groupe de machines qu'on appellera le backend. Ce sera effectivement tous ceux qui sont derrière le load balancer. Et puis on met en place la notion de sonde, de probe, qui vont permettre au load balancer de ne pas envoyer de paquets à une machine qui par exemple ne répondrait plus. A noter qu'il existe deux niveaux de licence du load balancer Azure, la basique et la standard. La standard apporte des meilleures performances et également, surtout pour moi, une des choses les plus importantes, c'est qu'elle apporte la notion et le support des zones de disponibilité. Donc le load balancer standard d'Azure sait gérer la notion de A à Z et sait répartir les flux sur différentes zones de disponibilité, donc différents data centers au sein de la même région. Il peut également monter jusqu'à 1000 VM, ce qui déjà fait beaucoup, hein. Et puis dans le load balancer standard par rapport au basique, on impose également la présence de Network Security Group sur les machines virtuelles. Donc on ne balance pas tout et n'importe quoi. Azure Application Gateway, là on est sur un service d'équilibrage et de trafic web, ce que j'appelle basiquement un reverse proxy as a service. Donc l'idée là c'est de recevoir des requêtes depuis Internet. Et puis en fonction de ce qu'il y a dans la requête et les entêtes HTTP, de rediriger vers les bons backends, tout simplement. Donc l'Azure Application Gateway est un ADC niveau 7, donc un Application Delivery Controller, et va pouvoir donc du coup travailler vraiment au niveau HTTP, HTTPS. Donc on va pouvoir terminer par exemple les connexions SSL au niveau de la passerelle Application Gateway. Il est possible d'autoriser ou de bloquer des versions du protocole donné, de faire du SSL de bout en bout, donc en gros de faire du SSL ou du TLS entre les utilisateurs et l'Application Gateway, puis l'Application Gateway vers les backends. Application Gateway, c'est gérer l'affinité sur les sessions, faire du multi-site hosting, faire du routage basé sur les URL, et il supporte également les availability zones, également les AZ. Il fait des tests de santé. Il supporte les protocoles HTTP2 et les WebSockets, qui sont de plus en plus utilisés. Et puis il fait également, on peut activer une fonction de WAF, donc de Web Application Firewall, sur lequel en gros on va activer des patterns tels que ceux définis, des patterns pour bloquer des attaques connues, les attaques étant par défaut paramétrées, les top 10 ou top 25 de l'OWASP, donc les attaques tout à fait classiques de type injection SQL ou autre. Donc Application Gateway, c'est un service qui est local à une région. On a un service qui est assez proche, qui ressemble, qui s'appelle Azure Front Door, qui lui est un service du coup multi-région et qui est globalisé.
et qui va reprendre une partie des fonctionnalités d'Application Gateway et puis qui va en ajouter d'autres. Donc déjà, en fait, il va permettre en fait d'accélérer, donc c'est un Dynamic Website Acceleration. Il va faire donc de l'équilibrage de charges HTTP, HTTPS. Il va être capable également de maintenir des sessions et d'éviter en fait d'avoir la renégociation régulière de handshake. Donc il va maintenir des sessions entre les clients et la connexion, et puis après il va rebalancer le trafic, le rerouter avec des algos ressemblants en termes de routage qui font penser à ce qu'on a discuté au préalable sur Traffic Manager, sauf qu'ici on est en train de parler d'algos liés de l'HTTP, de l'HTTPS et non plus sur de la résolution DNS. Et Azure Front Door également, c'est faire de l'intégration avec un fournisseur de certificats qui s'appelle DigiCert et donc peut générer automatiquement pour vous des certificats SSL, et donc vous n'avez pas à gérer cette partie-là. C'est directement la partie certificat ultra simplifiée avec Front-Door. Donc très bonne option qui peut être intéressante quand on a des applications qui sont géographiquement distribuées sur plusieurs continents ou régions Azure. Partie protection, on assure également des protections anti-déni de service distribuées. Donc il y a deux niveaux de licence, le basique et le standard. Le basique, en fait, tout le monde l'a par défaut. Dès qu'on crée un VNet, il a cette fonctionnalité-là qui est activée. La standard, elle s'active pour ajouter des mécanismes d'atténuation additionnels et puis également d'avoir une remontée d'alerte et d'être capable en fait d'avoir des informations. De base, la protection basique ne vous remontrera rien en fait, vous n'aurez pas d'informations, vous ne saurez pas si vous avez subi ou pas une attaque du type des services distribués, alors que dans la standard, vous allez le savoir. Et puis donc on a des mécanismes derrière utilisant du machine learning pour détecter si effectivement par rapport au pattern de trafic réseau, vous êtes en train de subir une attaque ou simplement peut-être vous avez ouvert les soldes sur votre site de e-commerce et du coup vous avez plus de monde. Au passage, le DDoS standard également, donc le DDoS, protection standard ou basique, mais le DDoS est là pour protéger vraiment les couches protocolaires qui sont basses, c'est-à-dire des attaques massivement en réseau. Les attaques qui sont applicatives et un peu plus entre guillemets fines, elles sont traitées par Application Gateway ou par Front Door. Si on a activé la protection contre les données de services distribués en mode standard, du coup on a des métriques supplémentaires qui apparaissent et qui permettent de savoir effectivement à un instant T qu'on a subi une attaque de type données de services distribués. Si tous les services qu'on a dans Azure en termes de firewalling, Web Application Firewall, etc., ne vous intéressent pas et que vous préférez utiliser des solutions X, Y ou Z, parce que vous avez déjà les compétences dans vos équipes, ou vous préférez, vous avez des licences à réutiliser ou je ne sais quelle raison, il existe tout un ensemble d'appliances virtuelles qui sont disponibles dans le marketplace d'Azure. Globalement, aujourd'hui, tous les éditeurs réseau fournissent leurs solutions sous la forme de machines virtuelles chez les fournisseurs de cloud. Donc dans Azure, on retrouve tous les classiques, hein, F5 bien entendu, Fortinet, Cisco, Palo Alto que je n'ai pas mis ici, Barracuda, enfin globalement vous faites une recherche par rapport à la marque qui vous intéresse et vous verrez si c'est disponible ou pas. Ces appliances virtuelles, techniquement derrière, ce sera, dans la très très grande majorité du temps, des machines virtuelles. Et comme c'est des machines virtuelles, ce sera à vous en fait de choisir la bonne option pour avoir la redondance. Donc si vous avez vous voulez faire passer l'ensemble de vos flux par un firewall, il va falloir du coup prendre bien la dimensionner en termes de machines et puis bien prévoir la haute disponibilité, donc avoir au moins 2 machines, soit en actif-actif, soit en actif-passif avec du load balancing devant. Donc souvent les appliances virtuelles sont un peu plus compliquées à mettre en œuvre qu'un service managé comme Azure Firewall ou Application Gateway. Mais là encore, l'option est tout à fait possible. Donc si on résume, en gros, les Application Delivery Controller, on a ce type de solutions qui sont disponibles. On a également Application Gateway ici par exemple. Sur la partie optimisation WAN, on va retrouver un classique comme Riverbed qui propose également du coup sa solution pour Azure Virtual WAN. Et puis tout ce qui est sécurité, par feu UDS, les classiques là encore, hein. Checkpoint, Cisco, Fortinet, Palo Alto, etc. Autre service qui est absolument qu'il faut connaître dans Azure côté réseau, c'est Azure Network Watcher. Donc c'est le couteau suisse réseau pour Azure.
Globalement, dès que vous avez besoin de faire du dépannage, du troubleshooting, etc., de capturer des paquets réseau, de vérifier des règles, et ben en fait tout ça est dans l'interface, rassemblé dans Azure Network Watcher, et donc va vous permettre, en gros, de faire du travail sur votre réseau. Donc il y a vraiment plein d'outils à l'intérieur, soit des outils de connectivité, soit des outils de test, soit des outils de monitoring de performance. Ça vaut le coup. Dernière chose, dans une sous-branche d'Azure Network Watcher, c'est Azure Network Traffic Analytics, et ça permet en gros d'avoir une visualisation un peu plus graphique, et un tableau de bord des métriques qui vont se passer sur l'ensemble de vos réseaux. Ça permet également de sécuriser des réseaux en identifiant des attaques ou des patterns qui ne sont pas normales. Et donc pour cela, ça va s'appuyer sur les journaux de log dans Azure Log Analytics. Et donc vous allez ensuite avoir un résumé de l'ensemble de vos flux réseau, avec les flux verts qui sont normalement légitimes et les flux potentiellement dangereux qui sont en rouge, avec après le résumé du déploiement de l'ensemble, combien vous avez de réseaux déployés, combien vous avez de NSG, etc. Donc tout ça c'est vraiment fait pour faire de l'analytique par la suite, et pour avoir une vue très claire de quel est le trafic, d'où ça vient, etc. On rajoute également des vues un peu plus sympas graphiques, qui permettent effectivement d'avoir une visualisation, par exemple ici dans mon exemple, que sur ma région Ouest Europe, j'ai 6 machines virtuelles, j'ai 8 subnets, j'ai 7 VNet, et puis j'ai 2 NSG, et puis j'ai eu 116 trafics qui sont bizarres ou qui ont été bloqués, parce que considérés comme malicieux, sur un total de 88 000 flux. Ensuite, on peut descendre dans le détail et avoir pas mal d'informations là-dessus. Donc c'est vraiment bien quand on veut faire de l'analyse. Network Performance Monitor, j'en ai parlé tout à l'heure dans le cadre d'ExpressRoute, mais on n'est pas obligé de l'utiliser que pour ExpressRoute. Là encore, si on veut avoir des informations sur les performances, la bande passante, la latence entre deux équipements sur site, et par exemple une base de données sur site et un serveur un frontal web dans Azure, et on peut installer des agents et du coup après avoir une visualisation de l'ensemble du chemin utilisé par les flux. Là encore, la partie performance permet de mesurer si à un moment il y a des problématiques entre deux équipements. Donc tout ça, finalement, c'est des outils qui vont beaucoup être utilisés par les équipes réseau, plutôt en général dans les phases où il y a un problème, problème de connectivité ou problème de performance. Donc cette vidéo a été très longue. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous félicite. Parce qu'elle était vraiment longue et qu'il y avait plein de choses à l'intérieur. Mais si on résume finalement la totalité de ce que j'ai raconté durant ces dizaines de minutes, eh bien, à retenir, c'est quoi? C'est qu'au centre du réseau dans Azure, il y a le Virtual Network, que dans le Virtual Network, on va pouvoir appliquer de la sécurité avec les NSG, qu'on va pouvoir contrôler les accès vers Internet, depuis Internet, avec des appliances virtuelles ou de l'Azure Firewall, qui est un service managé, que l'interconnexion d'un VNet avec un data center sur site va passer soit par ExpressRoute, soit par du VPN site à site, qu'on va pouvoir étendre sans entreprise avec de l'Azure Virtual WAN, que si on veut se connecter de manière nomade depuis un PC à Azure, on va passer par du VPN point à site, et que pour interconnecter des VNet entre eux, on va passer par du VNet peering local ou global, ou du VNet to VNet qui va nécessiter des passerelles VPN. Qu'au niveau Web Application Firewall, équilibreur de charge, les options vont aller des équilibreurs de charge très réseau, comme Azure Load Balancer. Après, il y a des équilibreurs de charge qui, eux, seront plutôt applicatifs. Azure DNS Manager, lui, sera un load balancer DNS. Front-Door comme Application Gateway seront des load balancers applicatifs sur HTTP. On sait également gérer les zones DNS et on dispose de fonctions de CDN. Dernière chose, pour faire le dépannage et la surveillance de l'ensemble, un seul endroit, Azure Network Manager, le couteau suisse du réseau dans Azure. Merci et à bientôt pour la prochaine vidéo.